Stalingrad, 1942. Parmi les ruines torturées d'une ville déchiquetée, la mort n'arrivait pas avec le rugissement de l'artillerie, mais en silence. Cachés dans les décombres, derrière des murs effondrés ou camouflés dans les gravats, les snipers soviétiques et allemands menaient leur propre guerre brutale. Un coup, un mort. Dans cette vidéo, utilisant les dernières technologies, des images aériennes uniques de l'époque et de rares témoignages oculaires des deux côtés du front, nous allons, pour la toute première fois, localiser, identifier et raconter l'histoire vraie du duel de snipers le plus célèbre de l'histoire entre Vassili Zaïtsev et l'énigmatique major Erwin Koenig. Né en 1915 dans le village ouralien d'Yeleninka, Vassili Zaïtsev fut élevé par son grand-père Andreï, un chasseur aguerri qui lui apprit à pister et à tirer avec un fusil berdant à un coup, faisant compter chaque balle. Il finit par rejoindre la marine soviétique en 1937 et fut stationné ici à Vladivostok. Quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique en 1941 lors de l'opération Barbarossa, Zaïtsev et ses compagnons marins se portèrent immédiatement volontaires pour le front. Mais ce n'est qu'à la mi-1942, lorsque les Allemands atteignirent la Volga lors de l'opération Fall Blau, que le jeune commis de marine eut enfin l'opportunité de servir en première ligne avec la 62e armée assiégée, ici même à Stalingrad. Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, était et reste une ville industrielle, s'étirant sur environ 25 km le long de la rive ouest de la Volga et dominée par ses grands quartiers d'usines. Comme nous le voyons ici, la ville a été en grande partie reconstruite et s'est étendue depuis la guerre, ces zones étant des ajouts d'après-guerre. Mais en se tournant vers les archives historiques et plusieurs remarquables photos de reconnaissance aérienne prises pendant la bataille, nous pouvons comprendre sa géographie un peu mieux. Le cœur des combats se déroulerait autour de ces trois grandes usines, l'usine Octobre Rouge, l'usine Barricadi et l'usine de tracteurs. Puis, plus au sud, se trouvait la raffinerie de pétrole de la ville et l'usine chimique Lazour, connue familièrement en raison de l'existence de cette boucle ferroviaire sous le nom de raquette de tennis. Et juste ici, à l'ouest, se trouvait peut-être la position stratégique la plus critique, divisant les parties nord et sud de la ville et offrant une vue parfaite sur tous les quartiers et le fleuve. La colline 102, le fameux Mamaïev Kurgan. Aujourd'hui, il abrite l'imposante statue de la mère patrie. Notre histoire se déroule non loin de ce point, près de cette zone qui, en 1942, était un quartier résidentiel pour de nombreux ouvriers des usines de la ville. À la fin de l'été de cette année-là, l'ennemi était aux portes et des renforts urgents étaient nécessaires pour endiguer le flot. Finalement, à cette heure la plus sombre, Zaïtsev et ses camarades virent leur demande acceptée et furent transférés à la 284e division de fusiliers de l'armée rouge, Vassili lui-même étant nommé adjudant, chargé de superviser la distribution des messages et des ordres aux unités de son bataillon. Après un voyage en train d'1 mois à travers la Sibérie, à la mi-septembre, la 284 arriva enfin ici, sur la rive orientale de la Volga, pour être accueilli par le spectacle apocalyptique de la ville de Staline, une fournaise dans un enfer incandescent. Le soir du 22 septembre, la division traversa de nuit la Volga, suivant cet itinéraire pour finalement débarquer ici même et entrer dans la ville dévastée. Ils reçurent immédiatement l'ordre de se diriger vers le sud, en direction de la zone âprement disputée du Mamaïev Kurgan et du ravin Dolgui, où ils engagèrent les Allemands dans des combats féroces et sanglants pour des positions minuscules, causant des pertes horribles des deux côtés, mais surtout parmi les nouveaux arrivants. Les combats brutaux, au corps à corps, durèrent des jours, Vassili lui-même recevant une blessure à la jambe, puis un coup de baïonnette allemande dans le dos qui faillit mettre fin à ses jours. Et ce n'était que le début. Le véritable bain de sang éclata à la mi-octobre, lorsque les Allemands lancèrent une attaque majeure ici, dans le secteur nord, repoussant les Soviétiques et resserrant la poche contre le fleuve qui, à ce moment-là, était rouge de sang et noir de pétrole. Les batailles faisaient rage sur toute la ligne et Zaïtsev et ses camarades se retrouvèrent cloués au sol par une mitrailleuse allemande dans cette zone près du ravin Dolgui. Alors, le chasseur sibérien abandonna sa mitraillette au profit de la bonne vieille carabine Mosin-Nagant soviétique. Sa cible se trouvait à des centaines de mètres, sur les hauteurs du Mamaïev Kurgan, crachant un torrent de feu sur les hommes cachés dans les tranchées.
Vassili ajusta le viseur métallique de son fusil et sortit la tête de son abri. Il tira un seul coup sur le mitrailleur allemand et la célèbre scie circulaire d'Hitler se tut. Les deux servants reprirent alors la MG-42 et continuèrent à tirer, seulement pour être réduits au silence à nouveau, l'un après l'autre, par une seule balle chacun. Regardant cette scène se dérouler depuis une autre position de première ligne, se trouvait nul autre que le commandant de la division lui-même, le colonel Nikolaï Batiouk. Surnommé Batiouk l'imbibable, pour sa présence constante et intrépide sur la ligne de front avec ses hommes, il fut impressionné par le tireur d'élite qui avait réduit au silence la mitrailleuse nazie. Il exigea de savoir qui c'était et qu'on fasse de lui un sniper. Bien que des snipers fussent présents dans la plupart des bataillons d'infanterie à l'époque, ils étaient considérés comme une relique de la guerre précédente, associée à l'implacable broyeur à viande statique des tranchées et du no man's land. Mais la bataille dans le désert urbain bombardé de Stalingrad allait se révéler être précisément un tel broyeur à viande, et les snipers étaient sur le point de marquer l'histoire d'une manière inégalée avant ou depuis. Après des mois de ce que les soldats soviétiques, pleins de ressentiment, considéraient comme des combats inéquitables dans les steppes ouvertes, où les panzers et la puissance aérienne allemands manœuvraient et anéantissaient les formations mal équipées de l'armée rouge, enfin, à Stalingrad, il y avait une opportunité de contre-attaquer. De nombreux fusiliers, poussés par une ferveur patriotique, s'aventurèrent simplement dans le paysage bombardé en snipers autoproclamés et chassèrent les Allemands de leur propre chef. L'un d'eux était Alexandre Kalientiev, qui initia le soi-disant mouvement des snipers, qui se répandit comme une traînée de poudre dans les rangs et attira beaucoup d'attention de la presse soviétique, même si la plupart des hommes impliqués étaient des amateurs et non des snipers entraînés. Zaïtsev lui-même était un de ces hommes. Il se souvint. « J'ai suivi Sacha Kalientiev pendant 3 jours et j'ai appris de lui. Ce fut ma formation de sniper. Plus tard, quand on m'a demandé de créer une école de sniper avec mes propres recrues, j'étais en réalité à la fois professeur et élève. J'avais encore beaucoup à apprendre moi-même. » Néanmoins, ces snipers amateurs commençaient à infliger de lourdes pertes aux Allemands, acquérant ainsi une expérience précieuse. Zaïtsev avait déjà accumulé plusieurs dizaines de victimes avec son fusil sans lunettes et commençait à se faire une réputation. Ilya Ehrenburg, le célèbre écrivain du journal de l'armée, l'Étoile rouge, écrivait « Désormais, le mot allemand lui-même doit provoquer un coup de feu. Nous ne parlerons pas, nous tuerons. Si vous n'avez pas tué au moins un Allemand dans la journée, votre journée a été perdue. Et si vous avez tué un Allemand, tuez-en un autre. Tuez l'Allemand, c'est ainsi que vous implorez votre patrie. » Les combats exténuants continuèrent dans la ville sans répit jusqu'à ce que le point de rupture soit atteint lorsqu'il y eut une percée dans le district industriel et que les Allemands atteignirent la Volga à peine à 100 mètres du quartier général de l'armée ici, près de l'usine Barikadi. Là, le 16 octobre, Batiouk l'imbibable avait amené son sniper vedette, l'adjudant-chef Zaïtsev, pour être décoré par le commandant de l'armée en personne. Il reçut une médaille pour sa bravoure. Mais le commandant, le général Vassili Tchouikov, n'était pas de bonne humeur. Cet homme à la volonté de fer commençait à s'épuiser. Son armée décimée tenait à peine cette étroite bande de terre le long de la Volga, et elle devait continuer à le faire, quoi qu'il en coûte. Zaïtsev raconta plus tard « Tchouikov a dit « En défendant Stalingrad, nous avons cloué au sol d'importantes forces ennemies. Comment pourrions-nous jamais regarder nos compatriotes en face si nous battions en retraite maintenant ? J'ai senti que le général dirigeait sa question vers moi, alors je lui ai répondu « Camarade général, pour nous, il n'y a pas de terre au-delà de la Volga. » Tchouikov adora cette réponse stoïque de Zaïtsev. Il ordonna immédiatement qu'elle soit imprimée partout et diffusée aux troupes. La 62e armée, meurtrie, contusionnée et ne tenant qu'à un fil, adopta aussi sa nouvelle devise. Il n'y a pas de terre au-delà de la Volga. D'autant plus qu'elle avait été inventée non par un officier ou un politicien, mais par un simple soldat. Vassili Zaïtsev était désormais la star de l'armée, et, dans les jours qui suivirent, Tchouikov devait lui offrir un véritable fusil de sniper. Un Mosin Nagant, modèle 1930,
avec une lunette de sniper PEM à grossissement 4 fois. Ce fusil redoutable était capable d'atteindre une cible jusqu'à 800 mètres et à 400 mètres, il touchait une cible humaine avec une précision presque absolue. De nombreux snipers allemands, comme le deuxième meilleur as-allemand de la guerre, Joseph Sepp Hallerberger, le préférait même au Mauser 98K standard. Vassili, maintenant équipé d'un véritable fusil de sniper, devint un chasseur encore plus mortel. Bientôt, on lui ordonna de sélectionner plusieurs candidats qu'il devrait encadrer et former pour devenir sniper, tout comme Kalientiev l'avait encadré lui. Ces étudiants deviendraient connus sous le nom de Zaïchata, les petits lièvres, un jeu de mots sur le nom de famille de Zaïtsev qui signifie littéralement lièvre en russe. Vassili n'était cependant pas ravi de cette tâche. Il en était encore à ses propres débuts et apprenait encore. Les compagnies de son bataillon étaient déjà réduites à peine à 20 combattants chacune. Alors, quand il retourna au poste de secours pour faire panser ses blessures encore douloureuses, il en profita pour chercher d'éventuels candidats parmi ses camarades trempés de sang et choqués. C'est alors qu'il aperçut un soldat blessé qui portait un pullover et une paire de bottes d'officier fancy prises sur un Allemand mort. C'était Nikolai Kulikov, mon premier élève. « Je peux encore me battre », me dit-il. Je lui dis que je voulais rester. J'aimais son attitude. Sa tête était bandée et ses mains tremblaient, mais ses blessures ne l'avaient pas rendu inutile. Il aurait pu facilement opter pour être évacué de l'autre côté de la Volga, mais il a choisi de rester et de se battre. Zaïtsev l'emmena dans un bâtiment où il avait préparé un nid de sniper avec une ligne de mire parfaite sur le Mamayev Kourgan. Vassili repéra un groupe d'Allemands en train de creuser et passa le fusil à Kulikov. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, Vassili l'arrêta. « Continue de viser sa poitrine, mais ne tire pas encore. »« Mais pourquoi pas ? Considère ça comme une partie de billard. Chaque coup que tu fais, tu dois aussi préparer ton prochain coup. Si tu le tires maintenant, alors qu'il est tourné vers la tranchée, lui et sa pelle tomberont dedans et ce sera fini. Mais si tu attends qu'il se tourne de l'autre côté, ton tir pourrait le faire tomber en terrain découvert. Ainsi, si ses camarades essaient de l'atteindre ou de récupérer sa pelle, tu pourras les avoir aussi. » Kulikov obéit et suivit ses instructions. Après quelques instants à peine, Vassili observa à travers ses jumelles. Kulikov avait touché sa cible. Et de plus, à sa grande joie, la situation se déroulait exactement comme il l'avait prédit. Quelques secondes plus tard, un imbécile sortit de la tranchée et essaya de récupérer cette pelle. Bang! Un autre coup et il retomba dedans. « Vassia, 2 Fritz, j'en ai eu 2. Beau tir. Maintenant partons d'ici avant que quelqu'un d'autre nous ait. » Zaïtsev enseigna à ses élèves les subtilités du métier de sniper. Il leur apprit à être patients et à choisir soigneusement leurs cibles. Tuer un officier ou un observateur d'artillerie pouvait être incroyablement dommageable pour l'ennemi. Même s'il n'y avait que des soldats ordinaires à tirer, leur disait-il, « Assurez-vous de viser celui qui a des médailles. Tuer le plus courageux d'entre eux brisera à coup sûr le courage de toute l'unité. » Ou, comme l'exprimait éloquemment le meilleur as sniper allemand de la guerre, Matthäus Hetzenauer, l'utilisation correcte du sniper ne se reflète pas dans le nombre de ses victimes, mais dans l'effet que son travail produit sur l'unité ennemie. Sans surprise, les Allemands réagirent à l'apparition massive des snipers soviétiques en augmentant fortement le nombre des leurs. Le sniper allemand typique, le Scharfschütze, était armé de manière similaire à son homologue soviétique, une version spéciale du fusil réglementaire. Dans leur cas, un Mauser 98K avec une lunette optique à grossissement 4 ou 6 fois. Mais de tous les snipers allemands à Stalingrad, un se distinguait des autres. Un soir frais de la fin octobre, un prisonnier allemand fut amené au quartier général pour interrogatoire. De bonne humeur, le colonel Batiuk informa Zaïtsev que le haut commandement allemand était grandement alarmé par les dégâts infligés à leurs troupes par les snipers soviétiques, et surtout par lui. À tel point qu'ils auraient fait venir un certain major Erwin König, le directeur de l'école de sniper de Berlin, avec une mission spéciale, comme le disait le prisonnier allemand, chasser le lapin russe. « Ce major va être un jeu d'enfant pour nos gars, n'est-ce pas, camarade colonel ?»
Bien sûr de la chair à canon, répondit Vassili. Mais en vérité, il était fatigué et inquiet. Jusqu'à présent, il tuait en moyenne 4 ou 5 Allemands par jour, mais il avait aussi vu beaucoup de ses camarades snipers se faire tuer et savait que sa chance ne durerait pas éternellement. Ce fut probablement le tout premier jour de novembre, tôt le matin, quand l'appel régulier retentit pour ses snipers. Des frites à la source. Il y avait une petite source qui dévalait le Mamayev Kurgan et où les Allemands, tout aussi épuisés, remplissaient leurs gourdes d'eau fraîche chaque matin. Mais ce jour-là, quand la paire de petits lièvres de Zaïtsev, les snipers Morozov et Chaïkine, répondirent à l'appel, ils tombèrent dans une embuscade tendue par un sniper allemand, un tireur d'élite superbe. L'un d'eux fut blessé et l'autre eut sa lunette brisée par une balle bien placée qui faillit le tuer. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit de quiconque. C'était lui, le sniper d'élite allemand de Berlin. Ainsi, le lendemain matin, le 2 novembre 1942, Vassili allait s'engager dans le duel de sa vie. Il choisit l'un de ses meilleurs élèves et le plus fin sniper de son groupe, le sergent Nikolai Kulikov, pour l'assister dans le combat à venir. Ce jour-là, tous deux partirent et rampèrent jusqu'à l'endroit où Morozov et Chaïkine avaient rencontré son némésis la veille et attendirent. La journée tira à sa fin et nous ne remarquâmes rien d'inhabituel. Soudain, un casque surgit dans notre champ de vision et se déplaça lentement le long de la tranchée allemande. Tire. Non, c'est un piège. Le mouvement de balancier était anormal. C'est son assistant qui le porte pendant qu'il attend que je tire et que je trahisse ma position. Ils restèrent couchés, immobiles, toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, quand ils se retirèrent sous le couvert de l'obscurité. Où ce chien galeux pouvait-il bien se cacher? Aucun indice. Et s'il n'était même plus là? Quelque chose me dit que si, un sniper aussi habile serait patient, je suis sûr qu'il pourrait rester assis là une semaine entière s'il le fallait. Le deuxième jour arriva et se passa de la même manière. Zaïtsev et Kulikov observèrent méthodiquement chaque parcelle de terrain devant leur position, au cas où ils repéreraient quelque chose d'inhabituel. Même le plus petit changement dans le paysage pouvait attirer l'attention du sniper sur cet endroit, et la mort pour l'ennemi, s'il s'y cachait vraiment. Mais il n'y avait rien. Le troisième jour, le commissaire du bataillon, Danilov, monta en première ligne. Il observa quelque chose juste en face de leur position, se pencha légèrement hors de la tranchée et cria au sniper « Le voilà! Regardez ma main, je vais vous le montrer !» Danilov retomba dans la tranchée, blessé, mais Zaïtsev ne parvint pas à voir d'où venait la balle. Seul un sniper d'élite avait pu faire ce tir. Tirer si vite et avec une telle précision. Ça ne pouvait être que lui. Des heures passèrent et Vassili devenait frustré. Il devait être quelque part juste en face de nous. Mais où? Depuis des jours, je scrute dans ma lunette, étudiant leurs lignes de front, prenant des notes et dessinant des croquis. J'ai pris note de chaque cratère, de chaque monticule de terre, mais rien ne semblait suspect. Où diable est-il? Il a disparu de la surface de la terre. Lui et Kulikov recommencèrent le processus fastidieux et méthodique de balayer complètement la zone à travers leurs lunettes, se déplaçant lentement de gauche à droite. À gauche, un char détruit. Est-il là? Non, trop évident. Un sniper expérimenté ne se positionnerait jamais là. Un bunker à droite? Non, il ne se cacherait pas là non plus, et les embrasures sont toutes scellées. Mais soudain, il remarqua quelque chose. Entre le char et le bunker, juste en face de la tranchée allemande, dans le No Man's Land, il y avait une tôle et un tas de briques posées à même le sol. C'était bien trop bas pour que quelqu'un puisse se cacher en dessous. Mais si... C'était le troisième jour du duel quand Vassili s'intéressa à cet endroit particulier. J'étais allongé là exactement de la même manière depuis notre arrivée à cette position. Alors je l'avais ignoré. Mais maintenant que je le revoyais, je commençais à réfléchir. Que ferais-je si j'étais lui? Quel serait mon abri idéal? Pourquoi ne pas creuser un petit trou de renard sous cette tôle? Juste assez pour y loger un homme. Mais la tôle resterait en place, ne suscitant donc aucun soupçon, et il pourrait s'y glisser et en sortir la nuit. Oui, c'est là qu'il est. Vassili se déplaça dans la tranchée où Danilov avait été touché et prépara un leurre, espérant confirmer ses soupçons.
Il le souleva sur une planche de bois, dépassant de la tranchée. L'Allemand tira à nouveau. Zaïtsev examina le leur. La balle l'avait transpercé exactement sous l'angle qu'il avait prévu. Parfait. On le tient. Voilà notre vipère. Maintenant, il faut la tirer. Juste le sommet de sa tête. Il ne tombera plus dans ce piège aujourd'hui, mais peu importe. Il ne va nulle part. Il ne quittera pas une aussi bonne position. Il ne sait pas qu'on l'a repéré. Le lendemain matin, probablement le 5 novembre 1942, Zaïtsev et Koulikov retournèrent à leur position pour l'affrontement final. Alors, le décor étant planté, où exactement ce duel a-t-il eu lieu? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous demander ce que nous savons de la situation. 1. Zaïtsev a reçu son fusil à lunettes au plus tôt le 21 octobre, donc le duel n'a pas pu avoir lieu avant cette date. 2. Le 8 novembre était le dernier jour ensoleillé de l'année. Après, il y eut une couverture nuageuse constante, de la pluie, de la neige et le gel du sol. Donc, cela n'a pas pu se passer après cette date. 3. Nous savons qu'à l'époque, Zaïtsev était intégré au 1047e régiment de fusiliers qui combattait dans cette zone entre le Mamaïev-Kourgan et l'usine chimique Lazour. 4. Zaïtsev lui-même mentionne entrer dans le quartier résidentiel des ouvriers, ici même. 5. Nous savons par les archives que la ligne de front soviétique passait exactement à cet endroit et que la ligne allemande correspondante se trouvait approximativement ici. 6. Nous savons que dans cette zone se trouvait une source que Zaïtsev mentionne comme l'incident déclenchant le duel. Et 7. Selon les propres souvenirs de Zaïtsev, il ne pouvait pas engager l'ennemi au début de la journée car le soleil les aurait aveuglés. Connaître ce détail est crucial, car combiné avec cette simulation moderne de la trajectoire du soleil à cette date, nous apprenons qu'il devait être orienté selon un axe nord-ouest/sud-est, avec Zaïtsev et le sniper allemand sur cet axe. En examinant toute la ligne de front traversant la zone, il n'y a qu'un seul endroit où tous ces facteurs se combinent. C'est ici même. Ainsi, en fusionnant la photo historique et en intégrant la vue satellite moderne, nous pouvons peut-être voir pour la toute première fois le terrain exact sur lequel ce célèbre duel a eu lieu. Aujourd'hui, un lieu assez quelconque, bien changé. Revenons à l'image historique et écoutons le récit de Zaïtsev lui-même. Après-midi, nous étions complètement dans l'ombre tandis que sa position était directement éclairée par la lumière du soleil. Et c'est alors que quelque chose scintilla juste au bord de la tôle. Koulikov mit immédiatement son casque en l'air comme l'heure et le souleva lentement, exactement comme une vraie personne le ferait et d'une manière que seul un sniper des plus habiles pouvait imiter de façon convaincante. Boum! Koulikov tomba au sol et fit semblant de crier fort. L'Allemand a dû penser « Enfin, j'ai ce lapin russe !» Et il sortit la tête juste un instant, juste un peu au-dessus de cette tôle. Bang! J'appuyai sur la détente et la tête du nazi s'affaissa simplement. Plus tard dans la nuit, les combats faisaient rage sur toute la ligne et Zaïtsev et Koulikov rampèrent jusqu'à la tôle. Ils la soulevèrent et le trouvèrent, lui, le super sniper nazi. Ils récupérèrent rapidement ses papiers et son fusil de sniper et les rapportèrent au quartier général pour que le colonel Batiuk les examine. « Je savais que vous attraperiez cet oiseau de Berlin », les félicita-t-il, confirmant l'identité de l'ennemi tué comme étant le major Koenig. « Au vainqueur, les dépouilles ». Vassili continua de se battre à Stalingrad jusqu'en janvier 1943, quand il reçut une autre blessure qui faillit lui coûter la vue, mais il se rétablit complètement. Promu lieutenant et décoré du titre de héros de l'Union soviétique, Vassili atteignit finalement un remarquable total de 235 victimes confirmées, dont 11 tireurs d'élite ennemis, faisant de lui l'un des snipers les plus prolifiques de la Seconde Guerre mondiale. Mais qui était son némésis, l'énigmatique sniper allemand, le major Erwin Koenig? En réalité, il n'existait personne de ce nom et de ce grade dans la Wehrmacht à cette époque. Il n'aurait pas non plus pu atteindre Stalingrad depuis Berlin pour affronter Zaïtsev dans un duel dans le court laps de temps entre le moment où Zaïtsev devint célèbre à la mi-octobre et celui où le duel eut très probablement lieu début novembre.
La réalité est que le major Koenig était probablement une invention de la direction soviétique, peut-être du colonel Batyuk lui-même, qui avait introduit l'idée et ensuite confirmé l'identité du sniper allemand. Mais des témoignages oculaires et les rapports quotidiens allemands sur les activités des snipers confirment qu'un duel a bien eu lieu. Et il ne serait pas surprenant que les Allemands aient mis une prime sur la tête de Zaïtsev, vu qu'il était sur toutes les feuilles de propagande soviétique de l'époque. Mais la véritable identité de l'homme qui a tenté de l'affronter reste un mystère. Sur la base des rares documents allemands survivants et des dernières recherches historiques publiées en Russie, il est peut-être plus probable que l'adversaire de Zaïtsev était un certain Galka, un as sniper de la 295e division d'infanterie de la Wehrmacht, qui combattait à cette époque sur le Mamaïev-Kourgan. Sa division, avec toute la 6e armée forte de 300 000 hommes, fut complètement détruite dans la poche de Stalingrad, très peu de ces hommes rentrant jamais en Allemagne. Ce que l'on sait, c'est que jusqu'à sa défaite et sa mort quelque part dans la ville en novembre 1942, le caporal avait obtenu un impressionnant total de 103 victimes confirmées. Cela dit, depuis que cette fameuse balle a été tirée quelque part près de cet endroit, les spéculations sur sa cible vont bon train, et aujourd'hui, de multiples théories abondent. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Indépendamment de l'identité du second homme dans ce célèbre duel, l'importance des snipers dans la bataille est indiscutable. Rien que d'août 1942 à février 1943, sur tout le front de Stalingrad, 985 snipers soviétiques ont prétendu avoir abattu jusqu'à 30 000 soldats allemands dans une bataille véritablement titanesque, cimentant à jamais leur place dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé. Si, comme nous, vous trouvez fascinant les combats sur le front de l'Est, pourquoi ne pas jeter un œil à notre podcast World War II, Both Sides of the Wire, où nos animateurs, les professeurs Matthias Strone et Jesse Alexander, ont récemment fait une plongée profonde dans la bataille de Stalingrad et les nombreux mythes qui l'entourent. Et si vous souhaitez nous aider à faire plus de vidéos comme celle-ci, consultez notre Patreon via le lien ci-dessous. C'est tout pour cette fois. Nous vous retrouverons bientôt.